continuer de se remplir. Je ne sais pas si c'est la thématique de cette table ronde, quelle gouvernance environnementale pour préserver le territoire et le littoral qui en a effrayé certains. On a l'habitude d'avoir plus de monde dans cet amphithéâtre. Et je suis sûre que les gens vont arriver. Et puis, en tout cas, ça n'en fera pas moins un débat passionnant. Donc, comme directrice de l'Institut français, je m'appelle Sophie Renaud, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Et je remercie vraiment l'ensemble des panélistes pour cette table ronde. Ce rendez-vous s'inscrit donc dans le cadre de nos e-débats, qui sont les rendez-vous le lundi soir autour du débat d'idées, qui permettent d'évoquer l'ensemble des sujets en matière de lien avec la société civile, en matière d'activités littéraires, cinématographiques, etc., et du débat d'idées plus largement sur tous les sujets. Ça s'inscrit aussi dans le cadre de la Saison Bleue, un événement qui a été porté par l'Alliance française et l'ambassade de France, et qui met en avant toutes les préoccupations et tous les sujets autour de la question de l'économie bleue, de la préservation du littoral, qui a démarré depuis le 15 juin et qui se prolonge jusqu'à la fin octobre, qui va se clôturer par le Forum de la mer à Bizerte, qui aura lieu les 21 et 22 octobre. Et pour marquer cette préoccupation, nous avons souhaité à l'Institut français à Tunis, mais aussi à Sousse et à Sfax, ainsi qu'avec les établissements scolaires du réseau d'établissements français à l'étranger, marquer cet événement avec une semaine bleue qui est donc lancée ce soir autour de ces débats. Alors, je voudrais d'abord présenter l'ensemble des intervenants. Je vais commencer par celle qui va modérer le débat. Fatma Méténique-Choé, vous êtes experte en débat public et vous faites partie du projet gouvernance environnementale du GADES. Vous êtes accompagné de Clément Genet et d'Affaires Guerguez. Excusez-moi. Nous aurons également la présentation donc, de Fatem Goumir, qui est présidente de l'association Amel Bizel Djerba. Et puis également Sanatili, qui est élue à la municipalité de Tunis et présidente de la commission propreté et sauvegarde de l'environnement. Alors, je vais assez vite vous passer la parole, je n'ai pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est qu'évidemment qu'au lendemain des élections municipales, la question de la gouvernance environnementale, de la manière dont dans les villes, les équipes municipales vont pouvoir se saisir de cette question cruciale, qui est cruciale non seulement ici, mais partout dans le monde, vous le savez, est évidemment un sujet sur lequel de nombreux échanges pourront avoir lieu. Et je vous passe la parole directement pour lancer cette table ronde. Merci de votre présence encore une fois. Merci beaucoup. Vous avez encore quelque chose ? Oui, excusez-moi. Je voulais juste, avant de me casser la figure, ce que j'ai failli faire, je voulais juste dire aussi, remercier, je ne sais pas où elle est, mais dans mon équipe, Anna Rakem, qui est là, pardon, qui a effectivement organisé cette table ronde et a contribué à vous réunir. Voilà, donc merci Anna. Merci. Merci à vous de nous réunir. Merci d'attaquer et de nous permettre de discuter de ce genre de problématiques. Merci à tous les présents d'être là. C'est un bel effort. Alors ce soir, effectivement, comme c'est indiqué, on va parler de la gouvernance. Quelle gouvernance environnementale pour préserver le territoire et le littoral tunisien? Pour cela, comment ça va se passer? On va démarrer avec Madame Senel de la municipalité de Tunis qui va nous faire une présentation sur l'expérience en la matière de la municipalité. Après, nous avons le plaisir d'avoir une collègue qui nous vient de Djerba, qui a vécu une expérience très très intéressante en matière de recyclage. Et puis, il y aurait le témoignage aussi de nos amis d'Expertise France, qui sont monsieur Clément Genet et Raphaël Guesguez, qui vont aussi parler d'expérience gadésienne. Et vers la fin, on aurait un petit récap pour vraiment nous situer au sein de la gouvernance, c'est-à-dire que Clément va nous présenter un peu les contours, qu'est-ce qu'on entend par ça, et de manière à échanger avec les opérateurs, avec les autorités locales, si je peux dire, des intervenants directs en matière de structure, et poser vos questions comme il faut. Nous aurons 1 heure pour le débat. Alors je passe tout de suite la parole à Madame Senet Lili, responsable de l'environnement à la municipalité de Tunis, c'est ça. Je n'écorche pas quelque chose. Ça va. Très bien. Je passe le micro. Bonjour tout le monde. J'ai l'honneur, mesdames et messieurs, de présenter
simple, une stratégie. Donc, la stratégie, c'est généralement, on a commencé par les coopérations internationales. Vous savez, toujours on a besoin des subventions, un soutien, surtout matériel. La sensibilisation ici, on a travaillé beaucoup avec les associations civiles et avec les citoyens. La lutte pour la protection de l'environnement et la lutte pour la protection de l'environnement, et c'est le rôle essentiel de la municipalité. Pour les coopérations, on a eu une coopération Paris-Tunis avec l'école de la propreté. Donc, c'est une école qui était mise pour soutenir l'administration au niveau des personnels de l'administration. Donc, cette coopération bénéficie depuis 2015 du dispositif de solidarité internationale 1% déchets, voté par le Conseil de Paris. Rapidement, donc, on a eu aussi des projets pilotes. Les projets pilotes, à la suite de l'inauguration de l'école de la propriété de Tunis en octobre 2015. Un projet pilote a été lancé en 2016 autour de l'acquisition et l'implantation d'un matériel de collecte moderne dans les quartiers, suivi d'une campagne de communication et de sensibilisation des citoyens, et on a travaillé ici avec la société civile dans cette campagne. L'école de propreté ici, parmi les objectifs, c'est d'améliorer les pratiques des chauffeurs grippeurs en collecte, etc., de sensibiliser les publics scolaires et les ménages, être un lieu d'événementiel ou d'exposition. Et on a... Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez être là, moi je vous fais défiler. Voilà. Vous pouvez être devant moi, on va commencer là. Vous allez être plus à l'aise devant, et moi je vais défiler. Vous avez dit que c'est un lieu d'exposition. Oui, voilà. Et on a donc réalisé une exposition à la mer. La dernière destination, c'était récemment, à Medina, par Haded. Voilà. Maintenant, la municipalité de Tunis, par le biais ici de la direction de la protection de l'environnement urbain, est un intervenant de taille dans la préservation du territoire. Et cela, donc, par une lutte antivectorielle, par une lutte contre les chiens errants, par une lutte contre la pollution sonore. Donc, la lutte antivectorielle, rapidement, pour parler pratiquement sur le plan pratique, sur la lutte contre les moustiques. Il y a des moustiques urbains, moustiques ruraux, etc. Donc, je passe rapidement. Ici, la lutte contre les culex. C'est le curage des oueds, des cours d'eau, en collaboration avec l'ONAS, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Équipement. Les oueds concernés par cette action sont l'oued de Riena, l'oued de Zoubour, l'oued de Rib, l'oued de Ouriche. Aussi, en plus du curage des bassins de collecte des eaux pluviales, le bassin de la Cité Olympique, le bassin de 29. Ici, la vidange des vides sanitaires et des caves. La municipalité de Tunis a mis en place depuis 2013 une équipe spécialisée dans cette action, dans les espaces les plus populés et présentant le plus de nuisances pour les citoyens par les mauvaises odeurs dégagées et par la prolifération des larves de moustiques. Ici aussi, il y a une lutte biologique et une lutte chimique. La lutte contre les aèdes ou bien les moustiques ruraux, l'intervention de la municipalité de Tunis se fait sur 6 gouvernorats, Tunis, Laos, Nebel, Aliena, Sousse et Clément. Donc rapidement ici, il y a des prospections d'une façon continue des gîtes qui sont principalement Sabra de Séjour.
Dans la lutte contre les kirnomes ici, les kirnomes, ce sont des moustiques provenant des eaux stagnantes. Le gîte principal de cette espèce est le saprin complètement inondé par de l'eau chargée en matière organique qui se rassemble en vase dans le fond, favorisant ainsi la prolifération des kirnomes. Le contrôle est périodique par échantillonnage de la vase durant la période s'étendant de mars à juillet et les interventions dépendent du taux de nuisance et du niveau d'eau. Et aussi la lutte contre les mouches et les rongeurs, principalement par la collecte journalière des ordures. La lutte chimique reste complémentaire dans les marchés municipaux, des décharges publiques. Ici, on a aussi réalisé de campagnes de nettoyage pendant l'Aïd et on a aussi coopéré avec plusieurs associations, surtout pour le rassemblement des pots d'agneaux pendant Aïd al-Adha. La lutte maintenant contre les chiens errants, le programme de lutte contre la propagation de la rage et la lutte contre la prolifération des chiens errants entre dans le cadre des activités de la direction de la protection de l'environnement. Et ici, suite à la poussée des associations civiles, on a cessé d'abattre les chiens et on a remplacé la méthode par attraper les chiens, les stériliser, les vacciner contre la rage, les vermifuguer pour lutter contre la transmission des kystes hydatiques, les identifier et puis les remettre rapidement dans leur territoire pour le défendre des intrus. Cette nouvelle action a concerné 560 chiens, dont nous avons évité la naissance d'environ 8900 chiens, une femelle, sachant qu'une femelle donne naissance au moyen à 16 chiots par an. La lutte finalement contre la pollution sonore en contrôlant les seuils limites exprimés en décibels de l'intensité sonore tolérée à l'intérieur des locaux commerciaux, des locaux à vocation de loisirs, les cafés, les restaurants, les locaux à caractère industriel. Cela pour veiller à la tranquillité et au repos des citoyens. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci pour cette présentation des travaux de la municipalité de Tunis. Est-ce qu'il y a une question qui se pose? Moi, j'ai vu, j'étais un peu interloquée. Vous intervenez sur Kérouan, sur Sousse, sur la Bonne? Oui. Parfois, on a besoin des engins et par le nettoyage en utilisant des hélicoptères. Donc, ça pose parfois une subvention matérielle assez importante. Donc, la municipalité de Tunis, c'est une municipalité qui a pratiquement beaucoup de moyens. Non, pas beaucoup de moyens par rapport aux autres. D'accord. Donc vous venez en aide aux autres municipalités. Est-ce qu'il y a très rapidement une question ou deux concernant cette présentation? Parce que j'aimerais bien qu'on ait un peu de temps, comme la présentation n'a pas trop duré. Mais il ne faut pas qu'on s'étale beaucoup parce que les vraies questions concernant la gouvernance, c'est juste pour un peu. Je reviens vers vous, je donne le micro à monsieur. Bonjour, je m'appelle Wajdi Mahmeshi. Enfin, excusez-moi quand ça m'appelle, je parle français, alors c'est fait des fautes en grammaire, conjugaison, il ne faut pas que je vous rire. Bon, malheureusement, si je me bloque, je commence directement par parler en arabe. Bon, vous avez parlé de la municipalité de la Tunisie, vous parlez exactement des trucs que votre municipalité n'ont pas fait. Par exemple, vous parlez des chiens. Moi, j'ai vu là dans mon quartier, vous avez tué les chiens. C'est pas vous, hein. C'est les employés qui travaillent dans votre municipalité. Ils ont tué les chiens. Alors que vous avez déjà mentionné les solutions pour ça, le fait de les stériliser et les mettre dans leur environnement là où ils doivent vivre. Alors, votre municipalité n'a rien fait. Mais aussi, c'est pas la responsabilité tout entière pour la municipalité, hein. C'est la responsabilité des Tunisiens. Si, vous avez vu que les empires sont un peu partout, aussi au centre-ville et au cité et tout ça. C'est pas le gouvernement ou bien la municipalité qui a mis ces ordures. Ce sont les Tunisiens qui ont fait ça. Mais vous, en tant qu'employé pour le gouvernement, ou bien je parle pour le gouvernement en général, ils n'ont pas obligé les Tunisiens à payer des amendes. Parce que s'ils commencent à payer des amendes, des lourdes amendes, ils ne vont pas mettre les ordures un peu partout. Voilà, c'est la responsabilité de tout. Merci pour votre intervention. Et effectivement, là, on commence à percevoir
cette histoire de gouvernance, parce qu'on ne peut pas faire les choses seul, on est obligé de passer par pas mal de choses. Merci pour l'intervention. En fait, je vais un peu rebondir sur ce qui a été dit derrière moi, c'est-à-dire qu'on a vu des actions menées par les services de la mairie, des équipements, des actions sur le terrain, mais justement, quand on parle de gouvernance, on parle surtout de l'implication des gens et du comportement des gens. Et je n'ai pas vu d'action qui vise à changer ce comportement, des mesures, des obligations, des règlements, ou alors quand il y en a, mais ils ne sont pas respectés et il n'y a pas de sanction derrière, comme on le rappelait. Et on peut mettre toutes les poubelles qu'on veut, faire tous les curages qu'on veut, si les comportements ne changent pas, en fait, ça ne sert à rien puisque les problèmes reviennent très rapidement. Merci beaucoup. On va passer à notre exemple. Oui, bien sûr. Pardon. Concernant monsieur les chiens errants. Voilà. C'est vrai, on a travaillé avec les sociétés civiles concernant les chiens errants, et par contre, parfois, dans des endroits, on a d'autres personnes, il y a d'autres intervenants qui disent que il faut les abattre, il faut faire une action pour s'en finir avec ces gens de... Ouais, c'est ça le problème. Je peux juste rebondir sur la question des chiens errants, juste parce que si vous m'entendez. Juste pour rebondir sur la question des chiens errants, comme tout citoyen tunisien, ça me touche. Quel que soit le mode de traitement de la question que vous choisissez, je pense déjà au tout début, tuer les chiens errants et les laisser sur place, c'est inconcevable. Et c'est ce qui se passe en Tunisie depuis des années. Les équipes, que ce soit de municipalité ou je ne sais pas comment elles sont constituées avec les forces de l'ordre, se limitent à abattre un chien, ou à le tirer, carrément, ne s'assure même pas qu'il est mort ou pas mort, juste à le tirer et à le laisser sur place. À la limite, commencez par sensibiliser vos agents à ne pas laisser un chien mort en pleine rue et à prévoir des dispositifs pour collecter ces chiens morts. Je ne sais pas ce que vous allez en faire après. Il faut vraiment commencer à y penser. Merci beaucoup. Il y avait une autre question? Moi, par contre, j'en ai une. Enfin, je rebondis sur ce que vous avez dit. Vous avez dit en travaillant. Excusez-moi. Excusez-moi. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Madame la conseillère. Je comprends que. Enfin, merci de participer à ce débat et de nous avoir présenté de manière assez exhaustive les actions de la municipalité de Tunis en matière environnementale. Moi, une question qui rejoint un petit peu celle du précédent intervenant, c'est de savoir, du coup, sur la question de l'implication de la population locale, mais aussi de la société civile. Est-ce que vous avez entamé avec la nouvelle équipe municipale une réflexion sur comment, justement, avoir cette gestion, cette gouvernance environnementale, comment mieux associer la société civile et sensibiliser la population à ces problématiques? Oui, merci pour cette question. Eh bien, bien évidemment, dans la stratégie que j'ai proposée sur ma commission, c'est de faire quelques améliorations concernant la communication avec les citoyens pour changer parfois certaines mentalités, comment voir les choses du point de vue environnemental, c'est-à-dire il s'agit de notre pays, il s'agit de c'est notre quotidien, c'est de responsabiliser les gens à participer surtout dans les campagnes de nettoyage et surtout de faire un plan de sensibilisation et de communication avec les écoles et dès l'âge d'école de comment être un citoyen responsable et de savoir vivre en toute responsabilité dans son milieu et dans son environnement. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lili. Merci pour votre intervention. Si vous voulez bien, on passe au témoignage de Madame
Je l'appelle toujours Amal, parce que le projet s'appelle Amal. Elle s'appelle Fenten. L'association s'appelle Amal. Voilà, l'association s'appelle Amal. Alors, je ne sais pas si son document est prêt. Si vous êtes plus à l'aise de vous pouvez. Hein. Mettez-vous comme vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour l'invitation et tout. Notre association Amal Rizal de Djerba, c'était le projet de PISCA 1 de 2016 et 2017. Notre projet s'appelle 1, 2, tri. Pourquoi on a fait présentation de notre projet, pourquoi on a fait ce projet. Après la fermeture de la déchetterie contrôlée de Galala, augmentation des dépôts anarchiques de déchets. En 2013, création de notre association Amal Rizal, elle est créée par des femmes de village. Avril 2015, début de mise en balle de déchets sans tri au tête. Je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu de cette balle en Djerba, c'est une grande catastrophe à Djerba. Fin de 2015, projet 1, 2, tri, est remarqué par le service de coopération et d'action culturelle de PISCA de l'ambassade de France en Tunisie. Parmi plus de 250 projets, il a été choisi en juin 2016 et reçoit une subvention de 26 290 dinars. Période d'exécution, c'est septembre 2016 à juin 2017, pendant 1 mois. L'objectif général contribue à la préservation d'un environnement propre et sensibiliser les citoyens à l'importance d'une bonne gestion des déchets. L'objectif spécifique, encourager le tri des déchets à la source pour réduire le volume des déchets ménagers en augmentant la collecte de plastique recyclable. Valoriser l'action citoyenne participative et l'éducation environnementale, c'est-à-dire la gouvernance à la maison, éradiquer les dépôts d'ordures sauvages. La cible, ce sont les habitants du village de Rizal. C'est pas parce que vous connaissez notre petit quartier, elle est au bord de la mer, zone touristique. Les partenaires sont en public, la municipalité de Rizal, privé, point de collecte et collecte Midoun. Bon. Notre activité de septembre à décembre 2016, pendant 4 mois de préparation, l'inscription des familles volontaires au programme de collecte sélective du plastique. Sensibilisation des habitants au tri de plastique collecté. On a fait 8 ambassadrices du tri. Ils ont fait une sensibilisation sur porte à porte. De janvier à mai 2017, mise en pratique du tri de la source pendant 5 mois. Mise en place de la collecte à domicile, sacs et calendrier de collecte. Les sacs, on a pris des boulangers, on l'a lavé et tout, on l'a distribué pour les familles. Suivi par l'association des bonnes pratiques de tri de 3 mois. 4 actions citoyennes de nettoyage dans le village. On a fait notre quartier, on a fait sur 4 secteurs. Chaque secteur a nommé palmier, jasmin, narges et zitoun. Chaque famille qui a participé à ce projet, elle a eu un calendrier. Elle indique quel est le jour que le collecteur va arriver à la maison pour prendre le sac plein de plastique. Il lui donne l'autre sac vide. Ce sont les sacs de farine qui sont lavés. Ce sont les campagnes de nettoyage. Dans chaque secteur, on a fait une grande campagne de nettoyage avec les citoyens et tout. Atelier de sensibilisation à l'environnement pour les enfants, atelier brico-recyclage et une scène de tir qui a été diffusée dans l'école de Rizal. Elle a été écrite par notre chef de projet, Madame Laetitia, et elle était faite par les enfants, même le bateau ou les dépens, ce sont هم شركاء معنا في الخدمة الكل.
À partir de juin 2017, ateliers et sensibilisation à l'environnement pour les enfants, ateliers donc, mise en place des cages de collecte du plastique dans les quartiers et géolocalisation sur la Mars. Donc, synthèse de notre projet, l'anomalie statistique qu'on a eu. 335 familles ont participé à la collecte à domicile, soit environ 1400 personnes. 16 cages installées dans tous les villages, d'une capacité totale d'environ 306 kg de plastique non compactés, parce que les bouteilles ne sont pas compactées, prennent plus de place. De janvier à décembre 2017, 2560 kg de plastique recyclables collectés, soit l'équivalent de 73,143 bouteilles de 1,5 litre d'eau. Il y a notre deuxième projet. Votre deuxième projet, c'est la continuité de ce premier ou... C'est la valorisation du collecteur. On a eu un problème quand on fait des collectes de plastique. Comme un problème, la vente de ce plastique. On a bien voulu dire à l'État que c'est la seule solution, c'est la collecte de plastique et bien faire la valorisation du travail que ces petits collecteurs et tout. Donc, Très bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est impressionnant de voir qu'il y a 1400 personnes qui ont opéré. Et je pense que la graine que vous avez semée, il y a 1400 personnes qui sont sensibilisées et voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des... Oui, bien sûr. Bien sûr, non. J'attendais que ça se mette en place. Alors, je vous laisse parler de votre deuxième projet. Le deuxième projet s'appelle un de trier CIV. Voilà, c'est le PSK 3 de 2018. Donc, en 2016-2017, mise en place de la collecte sélective du plastique dans le village d'origine, il constate des difficultés rencontrées par les points de collecte écolèves et les petits collecteurs informels. Bon, en 2016, l'État lance un appel d'offres international pour la mise en concession du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés sur l'île de Djerba. 2017, le choix de l'État d'un centre TMB, trio mécano-biologique, se précise. Mars 2018, projet 1-2, tri CED, est choisi par le service de coopération et l'action culturelle PISCA de l'ambassade de France en Tunisie. Il reçoit une subvention de 25% destinat, période d'exécution entre avril et novembre 2018. Les objectifs. L'objectif général, permettre à tous les acteurs de la société civile et du secteur privé qui se sont investis dans le domaine de la valorisation des déchets et du développement durable de prendre part aux débats et concertations qui accompagneront le futur projet de station TMB. Objectif spécifique. Améliorer la visibilité de la connaissance des acteurs impliqués dans la filière de collecte des déchets plastiques en prévision de la mise en place d'une station de traitement des déchets sur l'île de Djerba. Évaluer l'interaction entre collecteurs informels et sociétés privées de collecte de matières valorisables et l'impact d'une station de traitement de déchets sur leur activité. Renforcer le rôle de l'association en tant d'acteur environnemental dans le gouvernement de l'île, parce qu'on appartient au gouvernement de l'île. La cible. Les petits collecteurs informels et les points de collecte écolèves des municipalités de Hountsou. Les associations partenaires sont ACIA, l'Association Citoyenneté et Liberté, AGEM, l'Association Jilige pour l'environnement marin, ACIG, l'Association pour l'assouvrage de l'île de Djerba et Mawar de la Tunisie. Bon, les activités en avril à juin 2018, 3 mois sur le terrain,
rencontre avec les points de collecte du gouvernement de l'INIB. On essaie de placer, on a rencontré les collecteurs de l'INIB. Prospection des petits collecteurs informels des municipalités de Houmsouk et Nitoun. On a produit 12 petits collecteurs qui travaillent sur les zones de Milita, Houmsouk et Nitoun. 4 associations travaillent sur la collecte du plastique. L'association ETEN pour les handicapés mentaux et l'organisation de l'association de Croissant Rouge, Houmsouk, l'association de Gérard Solide de Houmsouk. Le 7 juillet 2018, atelier de réflexion sur les conditions de travail des petits collecteurs informels, individus et associations. L'intervenant, c'était M. Lotfi Saldi, c'est un master en sociologie. Bon, ce sont les flyers qu'on a. Le 27 juillet 2018, atelier de réflexion sur la structure actuelle des points de collecte. La filière peut-elle survivre avec l'implantation d'une station de DMB? Donc là, c'était M. Wassim Charbel, expert de développement de gestion des déchets. Et en cours, on n'a pas encore fini notre projet, notre atelier le 6 octobre, Inch'Allah. En cours, tournage d'un spot, d'un documentaire. Prochainement, 6 octobre 2018, workshop avec l'association partenaire et bénéficiaire du projet. Et début novembre, Inch'Allah, la présentation de nos recommandations aux autorités locales et régionales. Bravo, merci beaucoup. On serait curieux de connaître un peu vos recommandations, mais je laisse le public questionner un moment. Madame. Bonsoir. Je remercie les organisateurs pour ce débat et je félicite l'association pour le travail que vous êtes en train de faire, mais c'est jamais assez, vous le savez. En regardant de loin, nous, ce que vous êtes en train de faire, et comme je reviens juste de l'île de Djerba, j'ai quelques reproches à vous faire. Vous parlez toujours des zones urbaines. Par rapport à Djerba, bien sûr, parler de Houmsouk, mais moi je pense que Houmsouk, ou ce genre de quartier, c'est la responsabilité de ses habitants. On n'a pas vraiment besoin de campagne pour dire à ses habitants ramasser toutes les, excusez-moi, toutes les poubelles, toutes les saletés que vous êtes en train de jeter. La municipalité devrait s'occuper de ça et appliquer des lois pour que les citoyens soient plus conscients. Moi, je trouve que c'est plus important, et ce qui est plus grave, c'est que en dehors, si on s'éloigne de Houmsouk, il y a de très belles plages à Djerba. Ce sont ces plages, c'est là où les gens y vont, et personne ne fait quoi que ce soit pour ces. Je vous donne un exemple. Moi, en CDI, pas loin c'est l'île al-Hadriya, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une très belle plage sauvage, mais tout le littoral est plein de bouteilles en plastique et de sachets. Franchement, il y a un très grand contraste entre la mer et l'eau. Donc, essayez de penser à ces quartiers, à ces endroits loin de Houmsouk. Merci. Merci beaucoup. Vous voulez prendre la parole ou... Je rejoins. Parce que, vous avez un micro. parce que je suis bloquée. Inch'Allah, احنا دينا نحومتنا. Cible, ce sont notre quartier Rizim, parce que quand même, on a une association مالهاش حاجة كبيرة, وإن شاء الله ناخذوا بيسكا أخرى نخدموا على البحر. Et j'espère aussi, avec toute la sensibilisation que vous avez faite, on n'a plus besoin de piscin, les choses se font toutes seules. Ce serait peut-être pas mieux. Excusez-moi, mais en deuxième, j'avais monsieur, après monsieur, là-bas et ici. Oui. Moi, d'abord, vous féliciter pour l'initiative de ce que vous avez mis en place à Djerba. Vous suggérez de vous rapprocher des initiatives qui sont similaires sur Tunis. Je pense notamment à une société qui s'appelle, une association qui s'appelle Tunisie Recyclage, qui existe depuis un certain nombre d'années et qui a la même problématique et qui cible aussi d'autres déchets, pas uniquement les déchets plastiques, avec un souci
responsabilité, c'est qu'est-ce qu'on fait après avec ce qu'on a ramassé, puisque c'est pas évident forcément de retrouver une seconde vie et de savoir à qui les vendre. Donc, ce qui m'amène à ma question, c'est à ce stade, si je comprends bien, vous êtes dans une phase où vous êtes en train de vous demander ce qui va se passer après, parce que vous avez un peu de mal même si vous avez sensibilisé les collecteurs, à pouvoir traiter ce qui a été collecté, ou si j'ai bien compris, j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que vous avez l'impression que ça s'arrête, que vous avez initié des choses, mais que du fait du problème que vous rencontrez avec ce que vous avez ramassé, est-ce que vous allez continuer, vous allez pouvoir maintenir ça de manière pérenne? Notre association s'appelle AMAD, c'est-à-dire l'espoir, donc et on travaille avec eux. On a déjà le novembre ان شاء الله l'atelier هو باش نعملوا خارطه التاريخ باش نبعثوها لوزاره البيئه، معناها يعني باش تكون المونتاليتي نتاع العباد، بالعكس العباد تفهم والعباد فريمون هما اللي يسوبي لي كونسيكونس دو سيت بروبليم تاع ديشي اي تو. سونسيبيليزاسيون اوكي وصلنا لمرحله معينه معناها، وكيما قلت لك سيت اون اسوسياسيون معناها ما عندناش معناها حاجه كبيره باش نخدموا، اما هكا بدينا وسيت اون اكسبيريونس بيلوت. J'ai pas dit que Madame Fatma aussi, on a été invité à la municipalité pour que notre expérience soit une expérience pilote pour les faire dans les autres quartiers et tout. Avec الناس الكل تعرف فما problème في تونس، donc il faut débuter, il faut commencer, il faut faire quelque chose. Donc si je comprends bien, c'est que pour l'instant vous êtes au stade pilote et vous espérez que ça puisse être pris en charge notamment par les municipalités de Djerba, par exemple. D'accord. Parfait. De toute façon, j'ai vu au dernier slide qu'ils avaient des recommandations à faire à la municipalité. Et puis elle a parlé d'une feuille de route. Une feuille de route, c'est ça, c'est feuille de route. C'est ça. Donc, je pense que bien structuré. Bon, j'avais le monsieur. Justement, alors. Ce que j'aimerais savoir, c'est les résultats que vous avez obtenus autant pour la commune de Tunis que Djerba. Et après, ce que je n'arrive pas à saisir, c'est votre méthodologie de travail pour les filières en amont et en aval de ce que vous faites. Le devenir des déchets que vous récoltez. Parce qu'en Tunisie, on a des expériences depuis les années 90 qui ont toutes échoué. En commençant par la MPE et le ministère de l'Environnement. Et il faudrait comprendre aussi un truc, c'est que le citoyen, quand il achète des produits, il doit mettre ses déchets quelque part. Donc ça serait aussi, c'est bien de sensibiliser, d'éduquer, mais il faudrait trouver de vraies solutions et pas de fausses bonnes idées. Donc ce que j'aimerais pour votre expérience, c'est de communiquer un peu plus sur les résultats. Les poubelles enfouies dont vous avez parlé pour la commune de Tunis, il faudrait passer à l'hôpital Charles-Nicolle et voir ce que ça donnait. Ce n'est pas adapté à la Tunisie. Il faut savoir qu'en Tunisie, en été, il fait plus de 40 degrés. Après, aussi, vous avez parlé de la stérilisation des chiens. Oui, la stérilisation des chiens, la notion de territoire, oui, mais il faudrait un suivi à long terme, c'est-à-dire un suivi du côté vétérinaire par rapport à la population globale. Je vous remercie. Merci à vous. Il n'y a pas d'autres paroles. Excusez-moi. On prend une dernière et après on passe à une autre expérience. À ce moment-là, d'abord je veux féliciter l'association parce que je viens d'un quartier juste à côté en fait, à Djerba, et juste je voulais revenir sur la question par rapport à la municipalité de Houtsour, parce que c'est vrai que Riesen par exemple elle fait partie de la municipalité de Houtsour, sauf que c'est un milieu rural, c'est pas un milieu urbain, et c'est à côté de la mer aussi, et en même temps il n'y a pratiquement pas de système de collecte de déchets assez établi ou assez élaboré dans la municipalité de Houtsour. Il y a les collecteurs qui passent dans les grandes rues
sauf que les quartiers, c'est une seule rue. Et après, à l'intérieur, il y a, disons, des agglomérations de maisons. Et en fin de compte, d'habitude, les habitants, vu qu'il n'y a pas de service qui arrive jusqu'à eux, ils jettent leurs déchets dans des puits. Et ils le font brûler. Et en plus, pendant la crise des déchets, en fait, ça c'est la décharge de déchets qui était entre Rizm et Svrien. Il y avait une décharge privée qui a été payée par la municipalité et qui était juste à côté de ces deux quartiers, en fait, entre les deux quartiers. Et dans le temps, en 2013-2014, les gens peinaient à survivre même. Et du coup, c'est juste pour revenir sur l'expérience et dire que malheureusement, heureusement que l'association ait fait ça, mais malheureusement, c'est l'association qui a la bonne méthodologie et la bonne manière de le faire, et c'est pas la municipalité ou les autorités locales, quoi. Merci à vous. C'est vrai que, effectivement, votre témoignage, vous insistez sur le processus, c'est-à-dire que vous pensez que cette expérience est réussie parce qu'elle a impliqué beaucoup d'autres choses, effectivement. Oui. Pardon. Moi, j'aimerais juste relativiser les choses. C'est une petite association, si je me trompe. Elle a été créée en 2013 et ils ont eu 2 fois 25 000 dinars. Une fois 26 000 dinars, une fois 25 000 dinars. Qu'est-ce qu'on peut demander à une association avec ce financement? Si ce n'est quelques actions de sensibilisation, si ce n'est d'ouvrir une petite brèche dans toute cette problématique, d'essayer de montrer la voie, d'essayer de changer les mentalités en travaillant sur un quartier. Elle ne peut agir que sur un quartier. Et c'est ça le fort de la société civile. Moi, en tout cas, je vous félicite pour votre projet, pour 2 aspects. Le premier, c'est que vous avez, avec ce petit financement, vous avez tout de suite, dès le premier projet, pensé à changer les mentalités. Et c'est ça le plus important. Parce qu'on pourra faire les campagnes de nettoyage quotidiennes. Tant que le citoyen n'est pas impliqué dedans, le lendemain, le citoyen viendra, il jettera sa bouteille, il jettera son sachet. Et c'est ça le problème des municipalités. Ils n'essaient pas de travailler sur le changement de municipalité. Travailler sur une école, c'est insuffisant. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, quand vous aviez la question vous avez été posée par madame sur qu'est-ce que vous pensez faire avec la société civile, vous avez répondu que vous allez travailler avec le citoyen. Travailler avec la société civile, c'est elle qui connaît le citoyen et qui est capable d'aller au fond des quartiers que vous ne pouvez pas atteindre. La deuxième chose, je vous félicite parce que vous avez pensé à une continuité de votre premier projet. Vous avez traité avec le plus de moyens une problématique. Et avec le deuxième projet, vous avez, dans la même continuité, travaillé sur un autre aspect du même problème global. Et ma troisième félicitation, c'est parce que dans votre troisième projet, vous avez montré que vous vous êtes mis en consortium avec plusieurs associations, vous n'êtes pas resté seul, et vous avez réuni un panel d'associations, chacun avec ses capacités, avec son public cible, et vous avez réuni ce panel pour travailler sur une problématique. Je serais fier de vous accueillir sur notre projet à Gabès pour faire cette présentation et voir. Merci beaucoup. Je crois que vous allez avoir un troisième projet en plus. S'il n'y a plus d'intervention, je cède la place à Clément Genet pour présenter l'expérience de Gabès. C'est-à-dire...
je vais faire à deux voix avec l'affaire qui avait également travaillé sur ce projet-là. Moi, je vais vous présenter une partie du projet, et puis l'affaire vous présentera l'autre. Je vais passer rapidement sur ça. Alors, le PGE, rapidement, c'est un projet qui a vocation à travailler sur la gouvernance environnementale sur la région de Gabès. Il y avait 4 composantes dedans, qui travaillaient de manière relativement étanche, les unes par rapport aux autres, mais quand même avec une certaine philosophie. La première composante était, on peut appeler ça en gros des études d'impact environnemental et économique de la pollution. C'est quel est l'impact aujourd'hui de cette pollution. La deuxième composante, c'est de la formation, du renforcement de capacité, de la mise en œuvre de la RSE dans les entreprises de la région. La troisième composante, c'est celle que moi je vais vous présenter, qui était plutôt le renforcement de capacité sur la gouvernance locale auprès des publics cibles, qui étaient les associations et les autorités locales de la région. Et en parallèle, la création d'un organe de concertation locale qui avait vocation à discuter des problématiques environnementales de la région, et qu'on a appelé la chambre de concertation locale, enfin, que les acteurs ont appelé la chambre de concertation locale. Et la quatrième composante était un financement en cascade de 1,5 million d'euros, 2,4, voilà, ça veut dire inflation, 2,4 millions d'euros sur des projets qui émanaient des acteurs du territoire pour restaurer l'environnement, pour mettre en place des activités qui allaient dans le sens d'un meilleur respect de l'environnement. Moi, je vais vous présenter plus spécifiquement, l'affaire reviendra sur la composante 4, moi je vais vous présenter comment on a fonctionné pour créer la chambre de concertation locale. Du coup, on est parti, en fait, ce besoin-là, il a été identifié de créer un organe de concertation en amont du projet et au démarrage du projet, parce que les acteurs n'avaient pas d'endroit pour discuter de, finalement, comment on fait pour régler le problème de la pollution sur Gabès ou comment on peut mieux le gérer. Et du coup, pendant un an, le projet, à travers ses différentes composantes, a essayé de repérer un petit peu les acteurs clés du territoire de Gabès, qui étaient influents, qui étaient porteurs d'enjeux, qui étaient capables de mobiliser, de ramener des personnes. Donc on a fait un travail de ciblage, puis ensuite on a fait un premier travail alors à travers des entretiens, puis des ateliers, au cours du premier semestre 2016, de comment les acteurs voient cet organe de concertation, comment on le décide, comment on le conçoit, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que ça doit faire, c'est quoi ses objectifs, de quoi ça doit discuter, qui c'est qu'il doit y avoir dedans. Voilà. Puis en parallèle de ça, deuxième semestre 2016, on a fait des formations sur la gouvernance locale, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi les objectifs qu'il y a derrière, comment on doit s'y prendre, plus sur les approches participatives avec Fatma Medeni, sur des outils, de comment on peut faire pour animer des ateliers, parce que voilà, il faut aussi pouvoir animer des ateliers pour faire la gouvernance. Et puis on a continué ce travail de structuration et de fonctionnement, de quel fonctionnement les acteurs veulent de cette chambre de concertation locale. Puis on est arrivé à une certaine structuration, et en 2017, on a fait un appel, au début 2017, un appel à manifestation d'intérêt pour, voilà, si vous voulez candidater, venez. C'est le moment de poser votre candidature et de rentrer. On a en gros accepté tout le monde. Je crois qu'il y avait juste un dossier qui était vraiment trop farfelu et qui a été sorti. Et c'est l'ensemble de ces candidatures, les 80 associations, 80 acteurs qui se sont positionnés. Et on a fait une première AG où ils ont voté pour un bureau exécutif, une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes, qui étaient là un peu pour piloter les activités. Puis après, on a installé du coup en 2017 et accompagné ce bureau. Et puis il y a eu des premiers blocages qui sont apparus, des tensions, des différences de vision, d'objectifs qui sont un peu apparues. C'est normal, c'est souvent comme ça dans les organes de concertation. Le problème étant que ces blocages ont amené à des délais dans le temps, puisque entre l'installation du bureau exécutif et la première AG, il s'est quasiment passé un an, jusqu'à en fait presque une démobilisation de certains acteurs
qui commençaient à en avoir un peu marre qu'il ne se passe rien du tout dans cette chambre de concertation locale. Puis, même jusqu'en juin 2018, on est allé faire juste une évaluation, et en fait, on a relancé le processus pour essayer de leur faire écrire une feuille de route, d'essayer d'avancer vers qu'est-ce qu'elle doit produire concrètement. Mais à ce jour, les statuts ne sont toujours pas déposés aux gens de l'association, puisqu'ils avaient décidé de prendre un statut associatif. Et effectivement. Pour autant, il s'est quand même passé des choses on a créé une chambre de concertation locale. Alors on peut discuter est-ce que les statuts sont déposés ou pas, mais il s'est quand même passé des choses au-delà de la structuration peut-être chaotique de cette chambre de concertation locale. Il y a eu des évolutions, et on peut les constater avec les acteurs. Là, en fait, on s'est appuyé pour faire cette évaluation sur des principes de mise en œuvre de la gouvernance locale. Ces principes, ils ont été émis par les acteurs du terrain à Gabès à travers les différentes formations. Et en fait, c'est au-delà de la structuration, au-delà de comment on peut s'organiser, c'est finalement les principes de base qui font que ça peut marcher ou pas. Quoi qu'on prenne comme structuration, si on respecte ces différents principes et si on essaye d'avancer dans le bon sens sur ces différents principes, normalement, quelle que soit la structuration, ça devrait pouvoir avancer. Et donc du coup, on se rend compte sur le terrain qu'il y a des évolutions qui sont plus ou moins positives sur ces différents principes. Il y a notamment sur toute la question des postures, de l'implication des participants, de la préparation des participants à intervenir, de la culture du consensus ou de la discussion, il y a de vraies évolutions. En fait, alors, ces évolutions, elles sont autant dues à l'évolution de la société civile, la société tunisienne dans son ensemble. Depuis 2011, c'est quand même peut-être un peu plus facile de discuter. Mais c'est aussi une culture qui est entraînée par le PGE voilà, il faut pouvoir discuter à un moment donné des thématiques environnementales. Il faut arriver à faire en sorte que les différents points de vue soient légitimes, et pas que le point de vue de l'autorité locale ou du groupe chimique qui a décidé dans son coin. Il faut aussi pouvoir entendre les avis de la société civile. Et là, on avance, ça semble avancer dans le bon sens, de ce point de vue-là. Pour autant, il y a aussi des éléments qui sont relativement, je les ai notés en rouge, qui sont un peu moins clairs. Le premier, c'est globalement, et c'est pour moi le plus important, c'est les objectifs et les processus clairs. En gros, il y a une grande confusion entre est-ce qu'on est là pour améliorer l'environnement ou est-ce qu'on est là pour essayer de discuter ensemble des conditions et de l'organisation, de la structuration qui va nous permettre de trouver une solution. Et ça introduit une confusion chez les acteurs, puisque pour eux, la priorité est quand même de trouver une solution à l'environnement, ce qui est légitime et normal. Mais en même temps, avant de pouvoir discuter de cette solution, il faut quand même discuter de l'organisation. Ce n'est pas forcément très clair dans l'esprit des gens. Un autre point qui est également assez important à prendre en compte, c'est que quand on discute de l'organisation, de la structuration qu'on devrait avoir en termes de gouvernance, on est sur des aspects qui sont relativement intangibles. C'est assez facile en fait, enfin assez facile. Je ne minimise pas en fait du tout, mais c'est relativement facile de valoriser le fait qu'on est allé chercher 70 000 bouteilles de plastique. C'est tangible. C'est tangible, c'est quelque chose de, voilà, on peut dire, moi je suis allé chercher 70 000 bouteilles. Quand on commence à présenter des principes comme ça d'évolution, de posture, est-ce que les gens ont changé de posture en 3 ans à travers un projet? C'est beaucoup moins tangible. Et du coup, il y a un problème de mise en visibilité, de mise de préhensibilité par les gens de ce que ça produit. Et donc, du coup, il y a une confusion sur est-ce qu'on est arrivé jusqu'à des décisions, puisque ça a produit peu de choses, ça a produit une chambre de concertation locale, mais les choses qui sont là sont relativement intangibles, et donc les gens sont peuvent être un peu dubitatifs par rapport aux décisions sur lesquelles la CCN est arrivée. Je ne vous présente pas forcément tous les principes et toute leur évolution.
Je te laisse présenter la composante 4, à manger tout ton temps. D'accord. En fait, pour accompagner tout ce mouvement de concertation locale, le PGE a été écrit dans le sens où une partie du budget a été réservée pour un appui à la société civile pour qu'elle puisse réaliser des projets allant dans le sens de la minimisation de l'impact de la pollution dans la zone de Gabès. Donc c'est l'objectif même de l'appel à proposition qui a été lancé, et par ailleurs la mise en œuvre aussi d'actions rentrant dans le cadre du développement durable dans le gouvernement de Gabès. Notre premier souci quand on est arrivé, et après un premier diagnostic de la société civile, c'était que la société civile gabésienne n'était pas préparée à gérer ou à aspirer à un financement dans le cadre du règlement européen, dans le cadre du règlement de la Commission européenne, le fameux FRAC. Je suppose, je ne connais pas exactement les lignes directrices du PISCA, mais je suppose que c'est de loin ce que représente l'appel à proposition dans le cadre du FRAC. Et en fait, ce n'est pas la faute à ceux qui avaient rédigé la convention de financement, parce qu'il y avait le programme d'appui à la société civile, le fameux PASC, qui venait de passer, qui était toujours mis en œuvre, et qui, entre autres, avait touché le gouvernement de Gabès. Donc, il était supposé avoir préparé le terrain avec la société civile. Mais quand on a regardé de plus près sur le terrain, on a trouvé qu'il y avait uniquement 4 ou 5 associations qui avaient bénéficié de l'appui du PASC. Et on s'était aussi rendu compte que peu, sinon presque aucune association, n'a jamais bénéficié d'un financement dans le cadre d'un appel à proposition UE. Ils n'ont jamais même entendu parler d'un appel à proposition. Et ça, c'est une problématique. Parce que si vous financez, le budget était de 2,8 millions d'euros d'appel à proposition pour des projets à réaliser dans un même gouvernement en même temps. Si vous allez lancer un tel appel à proposition, vous allez avoir de grosses boîtes, des gens qui sont rodés au financement européen, qui vont venir, qui vont mettre en œuvre des activités ou des projets, peut-être en partenariat ou pas avec des associations locales, et ces associations locales seraient peut-être juste des alliés, des figurants sur les projets, et il n'y aura pas un véritable transfert de know-how. Ces mêmes associations étrangères ne vont pas pouvoir réaliser des projets qui vont toucher le citoyen ou les vrais problèmes du gouvernement, que je ne dirais pas seuls, mais principalement les associations locales et les citoyens locaux. Donc on a imaginé un petit cycle de renforcement de capacité des associations pour leur permettre au moins de présenter, parce qu'on a fait notre cycle de formation en 3 ou 4 modules en fonction de l'avancement de l'appel à proposition. Un premier module sur la note succincte, un deuxième module sur la note complète, et un troisième module sur la gestion du contrat de financement européen. Notre surprise a été que toutes les sessions de sensibilisation, d'information, le premier atelier de formation, y compris les activités sur la troisième composante, les premières avaient déjà commencé à démarrer ou à être mises en œuvre, ont attiré l'attention de la société civile gabésienne, et le message était passé. Venez nombreux, participez à l'appel à proposition, croyez en vos chances, mais surtout, mettez-vous ensemble. Parce que dans la bibliographie qui existait avant le PGE, la société civile gabésienne était décrite comme une société civile en concurrence. Ils ne s'entendaient pas, c'était vraiment les frères ennemis, et il n'était pas imaginable que 2 ou 3 associations de GABS puissent se mettre ensemble sur un même projet. Et nous avons été surpris. Nous avons aujourd'hui des projets où il y a 13 associations ensemble, bénéficiaires. Et là, je ne parle pas des associés partenaires et tout là, il y a un projet de 18 partenaires de projet par contre. Je comment dire ça, je ne vais pas vous raconter tout le process de l'appel à proposition. En fait, il a été lancé, les lignes directrices ont été publiées fin décembre 2015. Les premiers contrats de subvention ont été signés en mi-septembre ou fin septembre 2016. Tous les projets, nous avons financé 9 projets pour 2,4 millions d'euros. Les projets étaient supposés se terminer septembre, mais comme le PGE en lui-même a été prorogé jusqu'à mars, on les a autorisés à faire les prorogations de leur contrat jusqu'à décembre 2018.
hier et avant-hier, on a eu l'extrême joie d'organiser un festival où tous ces 9 projets venaient montrer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont été capables de réaliser quand ils ont cru en leur chance, quand ils ont cru en leur capacité, quand ils ont cru en eux-mêmes. Et là, ils étaient tous. 9 projets sur un même endroit, avec tous les bénéficiaires de ces projets, toutes ces femmes oisiennes, c'était principalement des femmes. Les bénéficiaires, nous les hommes, on était minoritaires sur le site. Et là, tu vois la fierté de ces femmes, en montrant ce qu'elles font, ce qu'elles sont capables de faire. Et actuellement, la demande est pratiquement unanime de la région. Nous voulons un PGE2. On veut un deuxième PGE. Nous avons montré ce que nous avons pu faire, nous avons montré notre capacité à absorber le financement, à l'utiliser à bon escient. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Nous voulons un PGE2. Bon, là, ça dépendra des financements, des bailleurs de fonds, de toutes ces choses-là. Mais ils le veulent. Et je pense qu'une telle expérience, en totalité ou en partie, peut être reproduite partout ailleurs. Pas nécessairement avec un coût de 2,4 millions d'euros, pas nécessairement tout un PGE ensemble, mais des financements qui soient ciblés par le gouvernement, parce que chaque gouvernement a son problème. Et lance un appel à la proposition sur un grand territoire transfrontalier, ça c'est des problèmes qui sont transfrontaliers. J'aimerais juste faire le lien avec la troisième composante, parce que les projets sur la C4 ont été sensibilisés à cette chambre de concertation ou à cette plateforme de concertation qui était en préparation. Et nous leur avons recommandé d'une façon ou d'une autre de prévoir d'accrocher ou de s'accrocher au wagon de cette plateforme de concertation. Et peut-être il y aurait beaucoup de synergies à mettre en œuvre. Comme vient de le dire Clément, il y a eu certains retards sur la constitution ou sur l'opérationnalisation de cette chambre de concertation qui ont influencé un peu quelques activités dans les projets qui étaient prévus s'accrocher à la chambre de concertation. Et donc maintenant, la chambre de concertation dit que les projets sont venus en même temps qu'elle, les projets disent que la chambre de concertation n'était pas prête, c'est pour ça que leur activité n'a pas été réalisée. Je pense que les prochains projets pourront bénéficier de ça. Merci, Bafo. Merci beaucoup. On passe. Il y a madame qui a demandé la parole, je passe. Merci. Je voulais tout simplement répondre à M. Lac tout à l'heure. Un rôle dans la société civile. C'est vrai, la société civile joue un rôle très important dans le travail municipal. Moi-même, je suis membre d'une association civile qui s'appelait IFMA. J'ai travaillé sur l'embauche et la formation des femmes avec du type revelage, etc., pour les mettre sur le chemin du travail, des petits projets, etc. Ce que j'ai dit tout à l'heure à madame, n'était qu'un exemple. Hein. Par exemple, la municipalité de Tunis compte 193 écoles. Donc, dans cette rentrée scolaire, les campagnes de nettoyage, les herbages, etc., sans la société civile, on ne pourra rien faire. Donc, sur 193 écoles, on a fini par avoir le nettoyage de pratiquement de 60 écoles grâce à la société civile. Mais sauf que je suis ici la représentante d'une municipalité, c'est un corps pour la décision, pour avoir des résultats. Un citoyen, en cas de, par exemple, comme c'est passé à Nebel, donc un citoyen, il va me demander des solutions concrètes. Ce que je peux donner, ce sont vraiment je dois vraiment répondre à des questions et de faire face à des problèmes sans avoir, parfois on a besoin de la société civile et parfois il faut avoir nos propres moyens, nos propres solutions parce qu'on n'a pas le temps parfois. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, ce que vous venez de dire trace un peu la trame de
de la gouvernance, parce qu'effectivement, c'est nécessaire, on ne peut pas établir certaines choses tout seul, on a besoin de faire participer, d'être inclusif, participatif, etc., etc. Je m'excuse, je vous donne la parole. Ça me permet de rebondir sur ce que vous venez de dire. Je voulais sensibiliser un peu l'analyste sur le fait que le sujet d'aujourd'hui, c'était la gouvernance du littoral tunisien. L'Union européenne préconise ce qu'on appelle la gestion intégrée des zones côtières, la GIZ-ZC. Et quand on parle de gestion intégrée, ça veut dire rassembler tous les acteurs. Tous les acteurs, ça ne signifie pas uniquement les acteurs de la société civile, ça signifie aussi tous les acteurs, notamment les acteurs socio-économiques. On parle du golfe de Gabès, par exemple. Je ne sais pas si dans le PGE, il y avait le groupe chimique de Tunis qui a été approché, mais il faut obligatoirement qu'il y ait aussi des acteurs économiques, puisque si on veut pouvoir gérer, par exemple, Gabès, avoir une gestion qui soit raisonnée, durable, etc., il faut absolument inclure tout le monde, avoir ce côté inclusif. Le warning que je pressens, c'est que là, on met plein de choses autour de la société civile, ce qui est très bien, parce qu'il faut la sensibiliser, etc. Mais que si on veut que ça marche, il faut que ça puisse être le plus fédérateur possible. Je terminerai juste mon propos, je vous redonnerai après. Il y a des exemples qui sont mis en place notamment en France. Il y a ce qu'on appelle par exemple le syndicat mixte du bassin de Thau, qui est autour de la lagune de Thau, qui est un gros écosystème marin qui a une valeur économique très importante, puisqu'il y a une production ostréicole qui est de 35 ou 36 000 tonnes d'huîtres par an. Et ce SMBT, le syndicat mixte du bassin de Thau, rassemble tous les acteurs, notamment les agriculteurs, les élus, un certain nombre d'acteurs économiques autour, pour que justement l'activité économique du bassin de Thau puisse se réaliser dans les meilleures conditions possibles. Et je pense que c'est des modèles qu'il faut essayer de mettre en place en Tunisie, à Gabès ou ailleurs, où là, on doit rassembler tout le monde, et pas uniquement les acteurs de la société civile. Si je peux ajouter quelque chose concernant cet assemblage un peu partout il est passé très rapidement, Clément, mais la Chambre de concertation locale est composée de 5 collèges. C'est-à-dire qu'il y a la société civile, les associations, il y a les autorités locales représentées par le gouvernorat, c'est-à-dire qu'il y a 2 personnes du gouvernorat qui siègent dans cette chambre de concertation. L'université est représentée aussi. Les industriels sont représentés par la chambre de commerce et d'industrie locale. Il y a les citoyens aussi qui sont représentés. Et il y avait même prévu les médias. Et bon, on n'a pas pu avoir les médias. Et donc, c'est une chambre. Les pêcheurs. Comment ? Les pêcheurs. Les pêcheurs, ils sont représentés par des associations. Alors, c'est des associations d'un peu partout. Ça va de Zarat à Château-Salem, même les pêcheurs, même le problème n'est pas lourd. Tout a été pris en considération. Donc, effectivement, et vous mettez le point sur quelque chose de très très important, c'est-à-dire que la problématique ne concerne pas que l'autorité. Elle ne peut pas travailler seule. La problématique concerne tout le monde, du citoyen, aux chercheurs à l'université, aux industriels, à tout le monde. Voilà. Pardon. Oui, Tout d'abord, je vous remercie pour la question parce que vous me tendez la page. Sur 2 aspects, sur 2 aspects que moi et Clément peut-être sur lesquels nous n'avons pas beaucoup insisté. En fait, c'est ce partenariat société civile, acteurs publics, monde de la recherche. Mais effectivement, c'est une fierté pour le PGE, en tout cas pour la composante 4. Il n'y a pas un seul projet où l'administration ou l'acteur public n'est pas représenté, que ce soit à travers les administrations techniques ou les autorités telles que les ministères, etc. Le monde de la recherche aussi est impliqué. Le citoyen est impliqué. Et en plus, nous avons tous les aspects. Il y a des projets qui traitent l'air, l'eau, l'oasis, la pêche, les poids lourds, la transformation végétale. Le seul aspect qu'on n'a pas touché, c'est le tourisme. Mais quand vous avez des acteurs locaux, associatifs, étatiques, de la recherche, de citoyens, de différents horizons, vous êtes sûr à peu près de toucher un peu tous les aspects de la région. Il y a eu la préservation des ressources halieutiques à travers, par exemple, la lutte contre l'invasion du crabe, à travers l'élimination de récifs, à travers la sensibilisation à la cogestion des ressources marines. Il y a eu le renforcement des capacités des oasiens, il y a eu la réhabilitation des terres oasiennes, il y a eu la réhabilitation de drains, il y a la campagne de mesures
et maintenant presque de publication de la pollution atmosphérique. Il y a des campagnes de sensibilisation, il y a un peu de tout, je ne peux pas vous donner, bon, peut-être que j'aurais dû apporter un peu tous les aspects qui ont été touchés par ces projets, mais je considère qu'une des fiertés du PGE, c'est d'avoir mis, que ce soit à travers la CCL ou à travers la composante 4, tout ce beau monde autour du même cadre. C'est une réussite pour le projet. C'est le cas quand même. Clément, tu veux dire quelque chose? Oui, après, c'est clair que moi je vais être moins positif que d'affaires et Fatma. C'est un optimisme. On peut tout à fait mettre les gens autour de la table, encore faut-il qu'ils se mettent dans des conditions propices à aller trouver ensemble des solutions. C'est pas parce que vous avez mis autour de la table qu'il faut parler et s'organiser et trouver des consensus. Et de ce point de vue-là, il y a des efforts à faire de part et d'autre. Que ce soit en termes de confiance vis-à-vis des autorités locales, la société civile a sans doute des efforts à faire, et inversement, les autorités locales, particulièrement sur Gabès, je ne me permettrai pas de prononcer pour aller sur Gabès, il y a un besoin de créer encore plus une culture de dialogue des autorités locales vers la société civile. D'où une certaine prégnance, enfin la chambre de concertation locale est sans doute plus pilotée aujourd'hui par la société civile que par les autorités locales ou même par le monde du développement économique, qui s'est plus emparé de la chose parce qu'il y a un problème, ils ont envie de le régler, alors que ils ont envie de le régler dans une dimension plus environnementale que les autorités locales, enfin, que, on va dire, le groupe chimique et le monde du développement économique a sans doute plutôt envie de faire préserver le modèle économique actuel. Et après, je reviens juste sur le... Alors, il se trouve que je suis de Montpellier, donc le SMBT, je connais un peu. Je ne peux pas faire de commentaires sur le SMBT. Mais par contre, c'est effectivement assez intéressant. Et la structuration juridique, alors je ne suis pas sûr que ce soit ça qu'il faille faire en Tunisie. C'est pas forcément un syndicat mixte, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous, on s'est retrouvés coincés dans le PGE avec la CCL, avec uniquement le statut juridique d'association. Il n'y a que ça à disposition. Ce que je voulais dire, c'est que l'association n'était pas le but. Et clairement, l'association, ça ne permet pas, ça renvoie pour les autorités locales à un vocabulaire associatif. Et donc, du coup, à marginaliser un petit peu ça, et du coup à renforcer la place de la société civile et à discréditer Et il y aurait intérêt à réfléchir, enfin en tout cas le PGE, il a ce mérite-là, à travers la CCL et à travers les expériences de la composante 4, elle force à réfléchir sur des structurations juridiques qui permettraient d'être beaucoup plus efficaces sur sur la coopération entre ces différents acteurs, qui aujourd'hui n'est pas prévu dans Il y a des prémices, c'est-à-dire que bon, aujourd'hui il y a des tentatives de certains textes, mais bon, je suis pas avocate, je suis pas très, mais il semble qu'il y ait des travaux, rien n'a abouti encore, et effectivement la seule forme juridique que pouvait prendre cette chambre, c'était l'associatif. Pardon, excusez-moi. Merci. J'interviens vraiment en tant que tout à fait amateur, je ne connais pas grand-chose. Mais quelque chose m'est venu à l'esprit, c'est que derrière tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, cette gouvernance locale consiste à gérer en aval les conséquences et le résultat d'une production sans contrôle. C'est-à-dire la production des sachets plastiques, la production des emballages, l'utilisation des emballages dans l'industrie, dans toutes les formes d'industrie, etc., etc. Est-ce que cette intervention et cette gouvernance, est-ce qu'elle peut intervenir en amont et non plus en aval, c'est-à-dire au niveau de la production, et non pas au niveau des conséquences de cette production? En fait, ça dépend, je peux répondre, et ça dépend clairement de l'objet sur lequel on travaille. Là, il se trouve que sur Gabès, la pollution est liée. Et donc, du coup, on est plutôt effectivement dans comment on va faire pour éventuellement la traiter, changer le modèle économique.
On est plutôt sur la gestion des conséquences de ce qui s'est passé depuis 40 ou 50 ans. Rien ne vous empêche demain de réfléchir à quel modèle économique on voudrait pour Gavès dans les 20 ans à venir. Pas seulement tout à fait pas seulement pour Gavès. J'ajouterais juste que là, je pense, c'est dans le titre, c'est la gouvernance locale. C'est la gouvernance d'un territoire. On ne peut pas, je prends juste l'exemple de Gavès, ce n'est qu'un exemple, on ne peut pas, à Gavès, résoudre le problème du plastique dans la Tunisie ou peut-être influencer, pousser vers les réglementations. Peut-être après, quand il y aura toutes ces initiatives de gouvernance locale un peu partout, qu'il y ait quelque chose qui puisse mettre en commun toutes ces initiatives ou toutes ces plateformes dans une coordination nationale, par exemple, qui va pousser vers tout ce qui est législation, changement du cadre juridique, le changement des stratégies nationales. Mais pour l'instant, on commence juste à installer ces gouvernances sur un territoire pour résoudre les problématiques du territoire en lui-même. Après viendront, je pense, tout ce qui est politique et stratégie nationale, ça viendra après, si on réussit au niveau local. Déjà, juste pour rebondir sur la CCL, effectivement, il était prévu que tous les coordonnées soient prévus, mais le retard, ou bien la disparité entre les chronogrammes des deux, entre les élections municipales qui ont retardé presque de 3 ans, 2 ans et demi, et la mise en œuvre du PGE, ne nous avait pas permis d'inclure les élus locaux. C'est maintenant que nous voulons commencer à travailler avec les élus. Oui. Ma première question, c'est par rapport à la société civile dans le domaine de l'environnement. Est-ce qu'il y a un réseau qui peut réunir toutes les associations qui travaillent dans le domaine, de l'environnement? Est-ce qu'il y a un réseau régional et un réseau national? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, d'après vos expériences, comment influencer la mentalité tunisienne? Parce qu'on veut apprendre de vos expériences. On est dans la société civile, on apprend comment travailler dans la société civile pour travailler la mentalité tunisienne pour ce qui concerne l'environnement. Ma question à vous, monsieur, c'est pour votre projet à Gavès. Vous avez parlé, monsieur, de l'absence parfois de l'entente, il n'y a pas cette coopération entre les acteurs. Et quels sont les principaux points de divergence entre les différents acteurs et quels sont les points vraiment dans lesquels vous avez eu un conflit, entre guillemets, un conflit? Merci. Clément, si tu... Enfin, ça dépend. Si on veut d'abord pour répondre sur le réseau des associations environnementales, c'est la deuxième réponse. Les réseaux entre les associations, on a une question sur un objectif. On a travaillé sur ça, on a travaillé avec 4 associations, on a un objectif de protection de l'environnement. هو الريزو اللي فيه الجمعيات الكل بدها تخدم في الانفيرونمون، معناها جمعيات تعرفوا بعضكم دونك نحكي بالعربي عملناها برشا مرات وما نجحش. كيما كان تحسيها الكونكورونس ماهيش بديش سي كونكريت فهمتي. هذيك فما فايقين بيئتنا سي ان ريزو. اسكو vous travaillez avec فايقين بيئتنا؟ اسكو vous êtes en contact avec eux? C'est un réseau, c'est plus ou moins un réseau qui contient déjà des associations de différentes sur le. Êtes-vous au courant du nombre de réseaux d'associations? Êtes-vous au courant du nombre de réseaux d'associations environnementales qu'il y a en Tunisie, du moins sur le papier? Il y en a au moins 200. Et chaque jour, il y a la naissance. Et à chaque événement, vous trouverez la création d'un réseau, d'une charte, de tout ça. Sur quel réseau? Ben oui. Ceux qui travaillent vraiment, ceux qui existent réellement. Chacun se déclare travaillant. Chacun croit qu'il a travaillé. C'est bien. Et chacun veut montrer qu'il a fait et qu'il veut. Et chacun veut être seul. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous avons 21 000 et quelques, presque 22 000 associations en Tunisie. C'est en effervescence. C'est un mouvement jeune qui se cherche. Il y a eu plusieurs tentatives de réseautage. Presque aucune n'a réussi. Il y a un exemple qui a réussi, par contre, c'est celui de l'exemple de Sfax. Mais là, ce n'était pas un réseau d'associations environnementales uniquement. Ils ont essayé de réunir toutes les associations de Sfax pour parler d'une seule voix pour le démantèlement de la SAP. Et ça a réussi. Parce que le réseau a été constitué autour d'un objectif commun
une cible, et il a réuni tout le monde. Les partis, les associations, les chercheurs, le citoyen. Et ils n'ont pas dit c'est un réseau environnemental et signature du charte. Et jusqu'à maintenant, à ma connaissance, c'est un réseau qui n'est même pas formalisé. Ça, c'est une réussite. Comment ça? Oh, j'ai oublié, vous m'excusez. Il est à Sfax en tout cas. Après qu'ils aient réussi pour la question de la décision du démantèlement, maintenant ils sont en train de pousser vers autre chose. Et ça, c'est comme ça que ça se constitue un réseau. C'est pas sur une réunion dans une salle, signature du charte, petit déjeuner, et après on va se bagarrer pour qui est le président du réseau. Effectivement, il faut un objectif commun. C'est le premier item de la gouvernance qu'on va voir tout à l'heure. Oui. Sur les différents enjeux. Alors, il y a peut-être deux questions. Est-ce que vous voulez savoir quels sont les différents enjeux autour de la problématique environnementale à Gabès qui sont portés par les acteurs, ou est-ce que c'est qu'est-ce qui fait que la CCL aujourd'hui n'est pas suffisamment avancée? Oui, les deux. Les deux. Les deux, bonjour. Alors, sur les enjeux environnementaux, il y a plusieurs positions. C'est peut-être pour moi le plus opportun pour en discuter. Mais vous avez le groupe chimique qui est sur une visée de développement économique de son activité, qui n'a pas forcément envie non plus de devoir trop payer, de devoir trop passer à la caisse pour sauvegarder l'environnement, pour très clair. Vous avez des gens à strict opposé qui vous disent qu'il faut fermer l'usine de Phosphogite, et entre les deux, vous avez un petit peu tout l'éventail de gens qui vont vous dire qu'il faut les laisser, mais en même temps qu'il faut repenser le modèle économique de la région, d'autres qui sont plutôt dans la conciliance, clairement avec le groupe chimique, et qui essayent de tirer un petit peu parti à travers des mesures compensatoires du groupe chimique. Vous avez des gens qui sont très proches des sources de pollution et qui, eux, sont farouchement opposés à la pollution que ça peut dégager, avec, pareil, à l'intérieur de ces groupes sociaux, des gens qui en font plus ou moins de bénéfices en fonction de leur positionnement avec le groupe chimique. On va faire un résumé très, très rapide. Mais en fait, tous ces problèmes-là, c'est pas ça qui bloque dans la chambre de concertation locale. Ce qui bloque la chambre de concertation locale, c'est aujourd'hui plus une structuration de ce bureau exécutif qui, aujourd'hui, essaye plutôt de monter un projet et de chercher un projet qui va permettre de solutionner un petit peu ces problèmes, commencer à rentrer dans l'action, et plutôt que d'essayer de faire des choses, ou d'essayer de réfléchir avec l'ensemble des membres actifs. Et du coup, ça fait 1 an qu'ils essayent de trouver le projet miracle qui va leur permettre de trouver du financement et de faire participer les gens. Et donc du coup, ça fait 1 an qu'ils tournent en rond un petit peu là-dedans, qu'ils se cherchent. Et alors que a priori, c'est plutôt le bureau exécutif, c'est plutôt par rapport aux enjeux, ils sont relativement au milieu. Il y a des gens qui sont plutôt pour le groupe chimique, d'autres qui sont plutôt pour essayer d'un petit peu arrêter. Enfin, c'est plutôt une culture du compromis qui est à l'intérieur qui gouverne cette chambre de concertation locale et de recherche de comment on va pouvoir faire avec le groupe chimique et avec la préservation nécessaire de l'environnement et de réduction de la pollution. Merci beaucoup. Il nous reste juste un quart d'heure et je pense que Clément a quelque chose à nous proposer. Donc je prends les 2 questions que j'ai identifiées. Pour les associations dans le domaine environnemental, je crois que d'après la fédération, il y en a plus de 2000 en Tunisie. Et je pense que la concurrence est plus une concurrence concernant le financement. Et surtout qu'on propose beaucoup de financement venant de coopérations, d'ONG, etc. Et depuis les années 90, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on a réussi sur beaucoup de domaines. Aujourd'hui, sur la région de Gabès,
bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'associations qui travaillaient dans l'environnement, comme les associations sur le Chelem et compagnie, et que ça a été fait, tout ce qui a été fait au gré des financements qu'ils pouvaient avoir. On fait un jardin botanique, l'OED, pour réhabiliter l'OED, pour gérer un peu les ressources en eau. Mais je pense que en regardant en arrière, on n'a pas réussi à faire quelque chose de cohérent, à gérer l'écosystème d'une manière systémique et globale. Aujourd'hui, sur ce projet-là, quels sont les objectifs déjà? Et qu'est-ce qui pourrait nous laisser présager une réussite ou arriver à un résultat? Tout à l'heure, j'ai demandé pour quels étaient les objectifs escomptés des projets qui étaient énoncés avant. Je ne sais pas s'il y a un élément de réponse qui pourrait être donné. Après, je crois qu'aujourd'hui, pour la gouvernance, je ne sais pas s'il y a des gens de la BAL, du ministère de l'Environnement, qui sont présents. Non? Oui, ça serait peut-être intéressant aussi de faire participer des gens, parce qu'ils ont des gens qui sont assez performants. Peut-être qu'ils ne sont pas toujours écoutés. Merci. Merci beaucoup. Concernant l'approche systémique, en fait, on ne peut pas demander ou exiger d'organismes de la société civile d'obligatoirement se mettre sur une table et de décider quel projet réaliser quand il se lance sur un appel à proposition. Vous l'avez dit au tout début de votre question, effectivement, c'est une lutte pour obtenir le financement. Quand on lance un appel à proposition, c'est un concours, c'est une course. Qui arrivera le premier? Donc ils ne vont pas se mettre d'accord. Toi, tu présentes un projet sur l'Oasis, et moi, je présente un projet sur la mer. Ça, vous ne trouverez jamais ça. Maintenant, l'approche systémique, elle pourrait être imaginée ou pensée quand il y ait de telles plateformes de concertation qui puissent mettre des grandes lignes ou les grands axes possibles de développement futur ou d'action future pour une région. Et là, les associations vont s'inscrire dans cette planification ou dans cette stratégie de développement. Par exemple, la CCL pourrait, après un travail de réflexion, émettre un bouquin ou des recommandations sur la zone de Gabès. Par exemple, il y a une intervention qui serait indiquée sur la réhabilitation de l'Oasis, je dis n'importe quoi, sur le système du drainage. On a le problème des femmes collectrices de palourdes et donc d'activités génératrices de revenus. Les personnes vulnérables, je dis, la pêche illégale. Donc tous ces aspects pourraient être mis sur une charte, un plan de développement. Et là, les associations pourraient s'inspirer de ce document pour essayer de travailler. Et de cette façon, tout le travail de ces associations dans des projets différents et disparates va converger vers un objectif commun de la région. Dans l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Nous avons essayé une expérience à Gabès, juste après la signature des contrats, je pense au bout du troisième semestre, même pas le troisième mois de mise en œuvre des projets, on a essayé de les réunir dans un petit café hebdomadaire ou mensuel pour essayer de les encourager à des essais ou des tentatives de synergie entre leurs projets. Ils ont des activités similaires très comparables. N'oubliez pas, ce sont 9 projets sur un gouvernorat, en même temps, qui sont réalisés. Et là, tu as des formations qui sont répétées d'un projet à un autre. Tu as des projets, si on fait le compte, nous avons 7000 plants de palmiers à planter en 2 années sur un gouvernorat. Ce qui est pratiquement impensable. Si tu prends tous les projets un à un pris ensemble, alors on a essayé de leur dire, écoutez, toi tu dois planter 500, toi tu dois planter 2500, tu n'es pas obligé de les planter toi-même, vous pouvez vous réunir, un fait le trou, l'autre met l'arbre et l'autre arrose. Et vos objectifs sont réalisés. Parce que finalement c'est quoi? Vous avez dans votre objectif de réhabiliter l'oasis. Ce n'est pas nécessairement vous qui allez planter. Ça peut être le commissariat régional de développement. Alors, au début, ça a été difficile. N'oubliez pas que ce sont de jeunes associations pour lesquelles même un cadre logique, c'est une découverte.
Donc, au début, ils avaient une liste d'activités, un checklist. Ok, j'ai fait la plantation. Ils oublient les objectifs et les résultats, ils oublient le cadre logique. Ils travaillent par activité. Et en plus, il y avait le problème de concurrence et d'ego entre les présidents des associations qui sont à la tête des différents projets. Et les chefs de projet, les chefs d'équipe de mise en œuvre de ces projets se trouvent pris au piège. Quand ils viennent à nos réunions de synergie, ils voient l'intérêt de la chose. Quand ils reviennent parler à leur donneur d'ordre, ils disent écoute, tu fais ton boulot, tu le tais. Hein. Ça, c'est mon projet, c'est pas le sien. Mais petit à petit, ils se sont aperçus qu'effectivement, hein, quand ils n'ont pas trouvé de plan de panier, écoute, un tel, tu en as, toi, tu vas planter lui, alors qu'on le fait ensemble. Ça a créé un stress même sur le prix et la disponibilité des plans de panier. Quand ils se sont aperçus qu'ils ont dépensé un peu plus d'argent, qu'il y a des économies à réaliser, là, ils se sont mis autour d'une table à discuter. Et quand toi, tu vas économiser sur ça, moi, je vais économiser sur ça, on va pouvoir réaliser d'autres activités et étendre un peu notre projet. Donc, je pense que ces choses-là, ça vient en apprentissage, c'est un learning by doing. Il n'y a pas une baguette miracle. Il n'y a pas une recette miracle. Nous avons essayé. C'est vrai que ça ressort. Et c'est très, très mis en contraste parce que ce sont 9 projets au même moment sur le même gouvernorat avec une masse d'argent humain. Pour en revenir à la question du financement, on ne pourra jamais comparer un financement PISCA, pour ne citer que celui-là, de quelques dizaines de milliers de dinars, avec le financement du PGE qui va jusqu'à 300 000 € sur 2 années. Leur projet il est sur 6 mois, si je me rappelle bien. Oui, nous, nos projets sont maintenant sur 27 mois, 300 000 €. Il y a des projets qui sont avec un budget global de 450 000 € et quelques, parce qu'ils ont intégré tous les acteurs locaux dans le sens du CRDA, l'IRA, tout ça avec les apports de l'acteur public. On ne peut pas comparer les choses. On ne peut pas blâmer les petites associations qui n'ont eu qu'un petit financement et qui finalement ont planté quelques arbres et un peu de gazon ou bien fait planter un olivier dans une école. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Je ne jetterai pas la pierre à d'autres bailleurs de fonds qui ont fait, comment dire ça, qui ont commis à mon sens, ce n'est qu'un avis personnel, qui ont fait quelque chose de criminel en Tunisie, juste après la Révolution, et même avant la Révolution, à travers ces microfinancements et ces petits financements qui n'étaient pas déjà accordés de façon transparente sur des appels à proposition. Ils ont habitué les associations. Au début, quand le PGE est entré à Gabès, ils pensaient qu'on ramenait 5 millions d'euros, on allait distribuer le projet. Ça aussi, ça a été orienté. Mais moi, je ne parle pas de ça, je parle des résultats escomptés par rapport à la Tunisie. Ça, comment ça a été fait, bon, peu importe, on peut en discuter, c'est un long débat. Mais je parle par rapport aux résultats escomptés par rapport à un pays, par rapport à une région. Aujourd'hui, on a fait plein de projets. Vous regardez, vous êtes à Gabès, vous regardez Zalat, vous regardez Chneni, les problématiques de ressources et de gestion des ressources. À Chneni, c'est que ce soit l'eau, que ce soit pour les débouchés. Les projets associatifs ne sont pas là pour résoudre un problème. Les projets associatifs sont là pour participer à la résolution d'un problème. Mais d'une manière cohérente. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Par exemple, je vais répondre sur Zarat et sur Chénini. Vous avez cité ces deux exemples. Sur Zarat, le problème a été traité d'une autre façon. Il y a le problème des ressources de palourdes. La saison de collecte de palourdes est fermée depuis X temps. Ces femmes collectrices de palourdes sont à la peine pour pouvoir gagner leur pain. Le projet qui est intervenu à Zarat, il a dit, écoute, moi je ne touche pas aux palourdes, mais je vais offrir à ces femmes-là une autre source de revenus, qui est l'élevage. Mais ne me rétorquez pas ce qu'ont dit les évaluateurs, mais se sont trompés parce qu'ils m'ont sorti que l'élevage n'est pas adapté aux oasis. Il y a des races ovines qui sont parfaitement adaptées à l'oasis, et en plus l'oasis, par définition, c'est des cultures intensives d'herbes fourragères. En tout cas, chacun a choisi d'intervenir. Sur Chénini, ils ont attaqué le problème de l'eau par l'assainissement du drainage, l'assainissement des circuits d'irrigation, l'amélioration des circuits d'irrigation pour réduire les pertes en eau. Ils ne peuvent pas apporter l'eau de la pluie, mais au moins cette petite quantité d'eau qu'on a, on essaie de mieux la gérer. Ça reste les moyens d'une association. Ils ne peuvent faire que 12 km de drain, pas tout l'ensemble de l'oasis de Chénini.
Merci d'avoir répondu. Merci beaucoup. Je prends une question, Madame Attendre. Merci beaucoup. Non, ce n'est pas une question, c'est juste une remarque. Merci pour les intervenants qui viennent d'horizons différents et qui nous ont donné des expériences très, très intéressantes en ce qui concerne l'environnement, ce qui prouve que la gouvernance de l'environnement nécessite la mobilisation de tous les intervenants. Donc les autorités locales, les associations, le secteur public, chacun a un rôle à jouer. Et ce qui est sûr, que si la révolution a eu lieu, c'est qu'il y avait un problème de gouvernance, entre autres gouvernance de l'environnement. Et pour prouver ça, jusqu'à présent, après les élections municipales qui nous font vivre, les collectivités locales dans une réelle effervescence et qui donnent l'espoir pour vivre pour un jour meilleur et pour un environnement meilleur. Donc, après ces élections, nous attendons toujours les textes de réglementation pour assurer la mise en application du Code de collectivité locale et pour résoudre le problème, entre autres, de la fracture de la gouvernance de l'environnement. Jusqu'à présent, par exemple, les villes, le rôle, c'est uniquement de collecter les déchets et il y a des instances gouvernementales qui gèrent les déchets. C'est une aberration qui fait que les villes ne sont pas actuellement propres. Bien sûr, à côté du problème des mentalités, de la citoyenneté et tout. Au niveau de la ville de Tunis, nous essayons de monter une action qui est pertinente, qui consiste à réaliser un projet à la Médina, donc l'ancienne ville, zéro déchet à la Médina. Et pour démarrer ce projet, on a commencé par une exposition internationale sur le plastique, tout en veillant à impliquer les citoyens, les associations, le secteur privé. À partir de là, c'est pour sensibiliser les citoyens et pour collaborer avec un collectif d'associations qui s'appelle Collectif Créatif. Et en même temps, au niveau de la mairie de Tunis, les bâtiments municipaux, on a réalisé un partenariat avec Tunisie Recyclage pour ramener tout ce qui est carton et plastique et pour assurer le recyclage de ces déchets. Et tout ça dans l'attente de la publication des décrets qui mettront en œuvre tout ça. Voilà, le codex. Merci beaucoup pour votre intervention. Effectivement, c'est un sujet que vous touchez. On sait tous que la Constitution, la nouvelle Constitution, prévoit une certaine décentralisation, une implication des citoyens, des institutions. On parle souvent de partenariat public-privé, on parle de beaucoup de choses. Et effectivement, toute la société civile est en attente de textes. Et je rebondis sur la fin de votre présentation. Quand vous avez dit, vous n'avez pas dit doléances, mais j'ai des recommandations à faire aux instances de structures qui nous entourent. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ça nous ramène sur un volet juridique ou quelque chose. Hein? On a des recommandations à faire de cette présentation. Je n'ai pas de recommandations, si vous pouvez en parler. Solution pour la gouvernance, ok. Mais la solution pour sortir de ce problème, هو احنا نشوفوا مع الاسوسياسيون في التريك بعد التريك فما هذوك لي بتي كوليكتور هذوك يلزم يكون عندهم doivent être bien valorisés et aussi معناها l'état les entours réglementés حتى فما دي زاكسيدون معناها يصيروا لهم في الكوليكت هو خاطر فما اللي ما عرفش يعني يديو التاكسي البلاستيك حتى في الزبده قلت يكون معناها يصير لهم مشاكل معناها هذا معناها بالنسبه لنا الريكومونداسيون ونرسموا. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, j'ai juste une situation juridique concernant les lois, etc. Est-ce que vous avez, en tant que plus proche de nous des instances, une idée sur un calendrier ou sur quelque chose de programmation de texte, dans quel sens ils vont évoluer?
Non, pratiquement maintenant non, mais peut-être dans les projets de collecte de déchets, la valorisation des déchets, il y a une partie qui va spécifier pour les déchets. Ah, le statut de collecteur. Ok. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, je m'excuse, vous avez parlé déjà des collecteurs. Quel genre de statut vous allez donner à ces missions? Non, madame a dit, c'est pas elle qui va donner le statut. Les collecteurs, il y a un projet de loi, je pense. Merci. Je vous en prie. Il y a un projet de loi qui va, ou des textes qui vont gérer ce statut. C'est ça, hein? C'est ça que vous avez dit. Parce que vraiment, c'est un moyen de vivre et de gagner de l'argent. Et plusieurs familles vivent avec ce genre de travail. Qu'est-ce que vous allez faire en tant que municipalité pour ces citoyens? Parce que vous connaissez déjà cette prestation de la République. Oui, par exemple, le programme de réalisation lors de collecte de déchets, on gardera une partie spéciale pour ce type de gens, les pêche. Ça veut dire comment ils vont regrouper leur collecte et comment ils vont par la suite le transférer ou... Donc c'est une gestion du processus, pas une gestion du statut des individus. Ok. En attendant, il faut faire cette D'accord. Merci. Merci aussi de tous ces intervenants qui nous ont présenté donc, le projet de GABES. Juste une question pour revenir sur la question d'appropriation de la gouvernance et des limites que vous avez pu observer, notamment dans la Chambre. Est-ce que les acteurs ont conscience de la limite du cadre juridique existant, ou en tout cas des barrières existantes avec le statut d'association, et est-ce que les autorités centrales, et en l'occurrence le ministère des Affaires locales et de l'Environnement, a également conscience de cela? Bien évidemment, on est tous au courant que le cadre régissant les associations est en cours de révision, qu'effectivement tous les décrets d'application, un certain nombre de décrets d'application pour le code sont en cours de rédaction et d'adoption. Si oui ou non, comment le projet peut permettre de justement attirer l'attention du ministère pour intégrer votre expérience et pouvoir le décliner en texte. Est-ce que il y a une question aussi, Fatma? Je ne sais pas si elle était en lien. Je vais passer. Ouais, d'accord. Est-ce que les acteurs de la société civile ont conscience de ce problème de cadre juridique? Dans leur ensemble, j'aurais tendance à dire que non. Après, sporadiquement, il y a peut-être un ou deux acteurs qui commencent à le toucher du doigt, mais c'est pas conscient pour le moment. Donc c'est pas. Je pense qu'ils commenceront à toucher du doigt ça, essentiellement les élus, à mon avis, quand on commencera à avoir des problématiques de coordination entre municipalités, entre gouvernorats. Et on le voit là, à travers l'exemple là je ne sais plus ce que c'était les moustiques où vous prêtiez votre hélicoptère. Et à un moment donné, ça va rentrer dans un cadre de contractualisation. Et donc du coup, il va falloir à un moment donné le négocier, voire avoir un statut juridique idoine pour pouvoir faire ça en fait. Et du coup, l'autre question c'était sur les autorités locales. Est-ce que les autorités locales en ont conscience? Je pense que oui, parce qu'elles sont peut-être un peu plus habituées à ce genre de réflexion, et elles en sont d'autant plus conscientes. Et enfin, il y a un autre niveau qui est que ça leur plaît pas d'avoir une association. Donc clairement, s'ils avaient pu trouver autre chose, ils l'auraient fait. Donc ils sont dans cette réflexion-là. Et après, sur la traduction juridique, mais je pense que c'est pas le seul projet qui dénote ça, qu'il n'y a pas aujourd'hui les structures juridiques qui permettent de faire ces coordinations à des échelles locales, micro-locales ou régionales. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs projets dans les tuyaux qui sont en train de réfléchir à ça. Je ne sais pas comment eux vont travailler. Je citerai juste deux exemples de
aussi de barrières juridiques. Et là, je ne sais pas ce qui est fait. La cogestion, il n'y a aucun cadre juridique. Il y a actuellement plusieurs tentatives en Tunisie de faire la cogestion des ressources marines. Donc ça se fait juste par entente, mais il n'y a aucun cadre juridique. Le cluster n'a aucun cadre juridique. Un groupe d'entreprises voulant, par exemple, réaliser quelque chose en commun. J'ai connu le cas à Ham, je pense. Ham, ils ont créé une association où il y avait des représentants des sociétés, juste pour être sur un cluster. Vous prenez les municipalités, je pense qu'aujourd'hui, leur statut ou le code des collectivités locales ne leur permet pas de recevoir des dons de bailleurs de fonds. C'est pour ça qu'ils ont créé cette plateforme des mairies tunisiennes, je ne sais pas quoi, qui, elle, va regrouper les dons pour après les distribuer. Il est vrai qu'il y a énormément de particularités ou de points où il y a un vide juridique et où on ne peut pas avancer. Mais je pense aussi qu'il y a plusieurs projets, que ce soit associatifs ou pas, notamment bénéficiant de l'appui d'associations étrangères telles que le BVHI, etc., qui sont en train de pousser vers des secteurs, vers la légifération dans des secteurs particuliers. Merci. Merci. Une dernière question. Fanny. Merci. Malheureusement, vous parlez de quelque chose qui va disparaître. Vous voulez valoriser pour les collecteurs, je parle. Donc, normalement, les collecteurs vont disparaître. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a des associations qui font, parce que le tri doit être fait dans la maison. C'est pas, c'est-à-dire, et maintenant, il y a les barbèches à Roma, ils font le tri dans les quartiers et la poubelle est partout. Éparpillée partout. C'est pas bon. Donc, ici, maintenant, il y a des associations plus avancées, donc ils font des projets pour sensibiliser, par exemple, dans les écoles, pour sensibiliser comment mettre les recyclables à côté et le non recyclable à côté. Donc, le tri, il est fait dès le départ, dans les écoles, même dans nos maisons. Donc, cet esprit de barbèche est valorisé, je pense qu'il faut l'oublier. Donc, il faut sensibiliser les gens à qu'ils fassent le tri dès le départ. Merci. Merci beaucoup, effectivement. Bon. Pardon? Le projet, c'est de trier la source déjà. Le projet, c'est de trier la source, c'est pas Non, absolument. C'était un côté positif que Madame voulait dire, c'est que, bon, il ne faut pas trop focaliser là-dessus, il vaudrait mieux traiter la problématique en amont, c'est-à-dire faire le tri à la maison, faire le tri, conscientiser les écoles, etc. En tout cas, merci pour cette note optimiste. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre contribution. Franchement, vous nous avez fait beaucoup de plaisir. Merci d'avoir attendu, d'avoir resté jusqu'au bout avec nous. J'espère que vous êtes satisfaits, que si vous avez autre question. D'accord. Merci beaucoup.